Salin Holidays vous fait voyager avec Breton d'ailleurs. Avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages, le plat pays qui est le mien. Bonjour, nous sommes en Belgique, chez nos chers voisins qui ne se portent pas si mal, bien qu'ils soient privés de gouvernement depuis plus d'1 an. Nous irons bien sûr dans la capitale, Bruxelles, qui abrite des milliers de fonctionnaires des institutions communautaires, parmi lesquels quelques Bretons. Et nous commençons ce périple par Bruges, la merveilleuse Venise du Nord. Bruges est né d'un raz-de-marée en 1134 qui a ouvert un bras de mer, créant un accès pour la ville par le biais de canaux qui furent creusés. Ainsi, entre le XIe et le XIVe siècle, Bruges la Flamande devint une plaque tournante de l'Europe moyenâgeuse, tant au plan commercial que financier, car c'est ici que naît la première bourse des valeurs. C'est aussi à Bruges, considéré comme l'un des joyaux du patrimoine européen, que s'enracinent les peintres primitifs flamands dont on retrouve les tableaux dans le monde entier. L'ensablement du Zuin, le fameux bras de mer providentiel, aura permis paradoxalement à Bruges de préserver ses richesses culturelles en redevenant une petite ville de province. Car cette cité, membre de l'Organisation des villes du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis l'an 2000, a été soigneusement restaurée. Outre son beffroi, la ville est célèbre pour ses béguinages, sorte de petites copropriétés solidaires, ainsi que ses monuments anciens qui font de la belle endormie, abritant néanmoins le Collège d'Europe, un haut lieu touristique. Anvers va profiter du déclin de Bruges pour devenir au XVIe siècle un centre européen du commerce international et de la haute finance. C'est désormais la deuxième agglomération la plus peuplée de Belgique après Bruxelles, dont le port est le deuxième en termes d'activité et de tonnage, après Rotterdam aux Pays-Bas. Archétype de la ville marchande selon la définition de l'historien Fernand Braudel, Anvers recèle par ailleurs de nombreux cabinets d'audit et de conseil, témoignant d'un univers protestant où l'argent, contrairement aux préceptes du catholicisme, n'est pas honteux. Abritant, comme Londres et Amsterdam, les plus prestigieux diamantaires, Anvers se distingue également par la plus importante bourse de diamants du monde. Les Anversois sont aussi appelés les Synroren, en souvenir de l'époque où la ville s'intégrait dans l'empire des Habsbourg sous la férule de Charles Quint. Oasis exotique au centre de la ville, le Zoo d'Anvers est un parc zoologique situé dans le quartier de la Gare. Il est la propriété de la Société royale de zoologie d'Anvers qui l'administre. Fondé en 1843, c'est le plus ancien parc animalier du pays. Ville natale de Charles Quint, ancienne grande cité drapière et commerçante, Gand recèle la cathédrale Saint-Bavon, l'une des plus importantes églises gothiques de Belgique, passée du statut de simple chapelle paroissiale à celui de cathédrale depuis 1559, quand Gand devint un diocèse. 3 nefs formées du chœur, du transept et des chapelles latérales composent la cathédrale. Le patrimoine architectural du centre-ville contribue au rayonnement de Gand, chef-lieu de la province de Flandre et première ville étudiante de Belgique. Avec ses universités, ses grandes écoles et sa foisonnante vie culturelle, Gand est devenue une ville touristique majeure
dont le festival annuel du spectacle populaire n'attire pas moins de 2 millions de visiteurs. Bruxelles, enclave francophone en pays flamand, cette métropole cosmopolite d'1 million d'habitants se découvre autour de sa grande place médiévale, entourée de l'hôtel de ville, de la maison du roi et des maisons de corporation du XVIIe, notamment celle des brasseurs. Victor Hugo l'a considérée comme l'une des plus belles places du monde. Les Galeries Royales, Saint-Hubert, attenantes, abritent les grandes marques de luxe et les meilleurs chocolatiers de la ville. Pour les gaufres, c'est un peu plus loin, non loin de la statue la plus connue, le fameux Manneken-Pis, statuette de bronze de 55 cm seulement, d'un petit garçon urinant. Elle date du XVIIe siècle et incarne l'humour bruxellois. Beaucoup plus récente, voici la petite sœur, Jeanneke Pis, construite en 1985 afin de rétablir l'égalité homme-femme, mais bien enfermée derrière une grille. Bruxelles ne serait Bruxelles sans la bière et les frites. Et bien sûr, sans son musée de la BD dans un style art nouveau, qui abrite parmi d'autres héros, celui d'Hergé, Tintin. Enfin, l'Atomium, constellation d'atomes, rappelle l'exposition universelle de 1958. Mais Bruxelles a surtout réussi l'exploit de devenir une capitale européenne après 8 siècles d'administration étrangère. À la Maison de la Bretagne qui nous reçoit, les Bretons se pressent pour écouter le président de région, Loïc Chenet-Girard, qui y vient désormais régulièrement. Tant il est vrai que c'est ici, au cœur de l'Europe, que se traitent désormais tous les grands sujets, de la pêche à l'agriculture, de la politique agricole commune, aux fonds structurels qui déterminent l'avenir de la région. En 30 ans, nous avons eu d'abord le choix de la région Bretagne de s'implanter ici officiellement. D'abord avec des régions voisines, nous étions avec Poitou-Charentes, avec Pays de la Loire, puis ensuite tout seul depuis 4-5 ans maintenant. Et puis un rayonnement d'échanges, de discussions avec toutes celles et ceux qui font la Bretagne, que ce soit les associations, les entreprises, les députés nationaux, les députés européens, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, bref, tous ceux qui à un moment donné ont un sujet avec l'Europe passent par cette maison de la Bretagne pour échanger, pour débattre, pour construire des consensus. Et puis la Bretagne joue son rôle aux côtés des professionnels des pêcheurs par exemple pour avancer sur des sujets comme le Brexit ou c'est des sujets comme l'accès à la ressource dans la mer Celtique qui est un sujet un peu tendu au regard de la nécessaire préservation de la biomasse et du cabillaud. Après le président des Bretons, demandons à la correspondante du Télégramme, Florence Autrette, de nous décrire cette machinerie européenne qu'elle suit au jour le jour. Nous sommes ici devant l'immeuble Berlaymont qui abrite la Commission européenne. Plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires européens. Est-ce que c'est vraiment la bureaucratie que dénoncent les populistes ? 33 000 fonctionnaires pour un continent finalement, 27 pays, 28 tiers, c'est pas si colossal, quoi. Qu'est-ce que le Brexit va changer, notamment pour tous ces députés britanniques qui siégeaient jusqu'à présent à Bruxelles ? Il va falloir qu'ils partent, effectivement, et les députés s'en aillent aussi, toutes leurs équipes. Donc c'est quand même un changement. Je crois que c'est aussi un grand regret parce qu'en fait, ils faisaient vraiment partie du paysage. Puis comme vous imaginez, les Britanniques qui travaillaient à la Commission, ce n'étaient pas les plus eurosceptiques. En quoi les institutions communautaires ont changé la ville de Bruxelles ? Un peu un corps étranger pour eux. Mais le fait est que ça a apporté énormément quand même de ressources à Bruxelles. Ça fait beaucoup monter les prix de l'immobilier. Au passage, selon les Belges se plaignent parce que c'est quand même une foule de gens. Parce que vous avez 33 000 personnes à la Commission, mais vous avez autant de lobbyistes, mais vous avez donc quand même toute une communauté qui vit là avec un niveau de vie assez élevé, etc. Donc, qui est quand même un peu un corps étranger dans la ville.
Olivier, bonjour. Merci de nous recevoir dans le quartier historique bruxellois, dans votre maison. Vous avez grandi en Bretagne, à Rennes, avec un père qui était journaliste. Comment est-ce qu'on devient fonctionnaire à la Commission européenne? Quel a été le cursus? J'ai fait une école d'ingénieur, l'école de physique de Strasbourg, et tout en sachant pas vraiment ce que je voudrais faire encore. Et en dernière année, je me suis spécialisé dans les technologies médicales. Et je suis parti ensuite faire une thèse dans les laboratoires de Siemens en Allemagne, à Erlangen. Et là, j'ai développé une compétence sur les technologies médicales, sur l'imagerie médicale, ce qui m'a permis ensuite d'entrer un peu par accident à la Commission européenne comme agent scientifique chargé du suivi des projets de recherche dans les technologies médicales que finançait la Commission. Vous avez une passion dans la vie, c'est l'émigration bretonne, singulièrement en Belgique. Comment est-ce que ça s'est trouvé? Comment est-ce que vous avez commencé à enquêter sur le sujet? En fait, j'ai surtout jusqu'ici travaillé beaucoup sur l'émigration bretonne en Amérique. Et ça vient de ma famille. J'ai un arrière-arrière-grand-père qui a été l'un des 3 premiers qui a lancé le mouvement d'émigration du centre-Bretagne, donc du pays de Gourin ou d'Oualec, en Amérique du Nord. Et donc ça, c'est un mythe, une histoire qui a toujours été bien connue dans la famille, qui n'a pas été énormément racontée. Et donc, il y a une 30aine d'années, j'ai commencé à travailler, à rassembler de l'information sur l'émigration bretonne en Amérique. J'ai publié 3 bouquins, un sur les Bretons dans la ruée vers l'or de Californie, et puis 2 volumes sur les protestants bretons partis en Amérique du Nord. Et là, plus récemment, en fait, je me suis rendu compte que l'équivalent ou un livre sur la présence bretonne en Belgique, ça n'existait pas. Il y avait très peu de sources sur le sujet et que, avec l'expérience que j'avais, j'étais pas plus mal placé pour travailler là-dessus. Hormis devenir fonctionnaire à la Commission européenne, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est breton et qu'on vit à Bruxelles? Et alors, il y a des Bretons dans tous les milieux, mais la réalité, c'est que une bonne partie d'entre eux sont là pour les institutions européennes. Ils ne travaillent pas nécessairement dans les institutions européennes, ils peuvent travailler autour comme lobbyistes ou dans des professions qui bénéficient de la présence des institutions européennes. Il y a aussi pas mal d'étudiants, pas plus que la moyenne des autres Français, mais dans des domaines comme la BD, le cinéma, les professions médicales. La Belgique est assez connue pour permettre un accès plus facile aux professions médicales et paramédicales que la France. Donc beaucoup de Français y vont quand ils ne parviennent pas à intégrer ces filières-là en France. Qu'est-ce qu'il y a ici qu'il n'y a pas en Bretagne et réciproquement? On apprend comment les Belges perçoivent les Français. De la même manière? Non, il y a... On peut dire de la façon dont ils perçoivent l'arrogance française? Ouais. Oui, le français qui parle pointu, déjà. Et puis, effectivement, quand on dit de quelqu'un qu'il est très français, c'est pas un compliment? C'est pas un compliment, c'est pas exactement un compliment. Non. Vous avez épousé une Allemande, est-ce que c'est un enrichissement, finalement, de fréquenter ce milieu cosmopolite de la technocratie bruxelloise? Ah bah oui, vivre au contact de toutes les nationalités de l'Union européenne, et même certains, on a un collègue islandais, on a eu des collègues américains, ça rend même la France très franco-française quand on revient en France. Hello, bonjour, Jean-Rad, comment ça va? Bonjour, très bien. Alors, j'ai appris que vous aviez ouvert ce bar il y a quelques mois. Tout à fait, début septembre. Mais l'histoire est amusante, c'est-à-dire qu'au départ, vous n'étiez pas du tout dans le commerce, mais dans l'industrie. Exactement, j'étais ingénieur. Et à Plouay, c'est ça? Tout à fait.
Et vous êtes parti à Charleroi. Exactement, c'est là que j'ai trouvé mon premier emploi après les études. Et donc, dans une dynamique, en rencontrant en fait un autre propriétaire de bar dans le quartier où on est ici, à Schaerbeek. Au départ, vous vouliez faire des crêpes, hein? C'est parti d'une blague où je lui ai dit, je vais arrêter d'être ingénieur, je vais faire des crêpes. Il m'a dit chiche, j'ai dit d'accord. Et on a fait un premier événement comme ça où j'ai voulu mettre du cidre avec ces crêpes. Et en allant chercher ce cidre chez un producteur de mon village, j'ai découvert qu'il en avait différentes sortes par rapport à des variétés de pommes particulières, et non pas seulement le cidre classique breton. Et là, je me suis rendu compte qu'il pouvait en exister différents types, et j'ai cherché à savoir ce qui se faisait de plus. On pourrait peut-être le goûter d'ailleurs. Ben, bien sûr. Hein, vous nous avez préparé un petit verre. Hop, Voilà. s'il vous plaît. Alors, ça c'est du cidre qui vient de En l'occurrence, celui-là est anglais. Trinquet. Santé. Il est anglais. Il est anglais. Vous avez des producteurs partout dans Des l'Europe. cidres de maintenant. partout à travers l'Europe. Oui. En fait, ce qu'on découvre, c'est que les gens font du cidre partout où il y a de la pomme. Moi, je ne travaille qu'avec des producteurs européens. Il y a déjà suffisamment de diversité à ce niveau-là. Diversité de variétés de pommes, de techniques, de savoir-faire, de procédés de transformation. Et donc, autant de diversité de goût à la fin, autant qu'on peut en trouver dans les vins ou dans les bières, en fait. Alors, on vous souhaite un bon business. Merci. Hein? Et je salue la présidente de l'Union des Bretons de Belgique Enchanté. et son vice-président, Henri. Exactement. Vous êtes brestois Brestois, de Bresnum. et vous êtes arrivé en Belgique par hasard, il y a combien de temps? Je suis arrivé il y a 10 ans jour pour jour, donc le 2 janvier 2010, pour un stage. J'ai étudié en Bretagne tout ce qui était financement européen et puis finalement fini à Bruxelles. Donc, comme fonctionnaire? Non, pas du tout. J'étais un mot qu'on connaît parfois mal, mais j'étais lobbyiste pendant 3 ans. Lobbyiste. Lobbyiste. Ça n'est pas mal d'être lobbyiste, il en faut. Oui, d'abord, ouais. Et vous avez obtenu des résultats, vous aviez de nombreux clients. Quelques clients, ouais. Parce qu'on dit que les Français sont pas très bons en matière de lobbying, finalement. Ils ont leur style. Oui. Les Français ont leur style. Mais les Bretons sont très bons. Ah. Les Bretons sont très bons là-dedans. Ouais. Alors dites-moi, vous êtes une expatriée, mais de longue date. Votre famille est implantée depuis Robert Schuman. Depuis Robert Schuman, oui. Non, oui, mon grand-père est arrivé en fait à Bruxelles dans les années 50, fin des années 50. Il a fait le Collège d'Europe à Bruges, il y a rencontré ma grand-mère, ils se sont établis à Bruxelles et il a travaillé pour la Commission européenne pendant toute sa carrière. Qu'aujourd'hui, vous travaillez pour la Chambre de commerce de Bruxelles. Oui, alors je suis devenue... On a bruxellisé la famille au fur et à mesure des années. Parce que votre père, lui, c'était à la Chambre de commerce française. Exactement. Donc voilà, depuis... là, c'est tout récent. Mais je suis arrivée à Bruxelles, j'avais 4 ans. Je suis mariée à un Belge, là, maintenant. J'ai accouché d'un petit en Belgique. Voilà. J'ai pris l'accent belge. Vous êtes... Non, pas trop. Vous aidez les entreprises à s'implanter, vous facilitez. Je fais du conseil aux entreprises, en fait. Voilà. Et je représente leurs intérêts dans les différentes institutions bruxelloises. En D'accord. gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir présidente des Bretons? Autant mon grand-père que mon père ont été très actifs dans l'association, en fait. L'Union des Bretons a été créée en 1969. Et à l'époque, il s'agissait de créer un répertoire de Bretons travaillant auprès des institutions européennes. À la base, c'était ça. Et puis, ils ont organisé une série d'activités pour se retrouver ensemble. Mon grand-père a été donc très actif à son époque. Mon père l'a été également. C'est quoi les principales manifestations des Bretons de Bruxelles? Alors, on essaye d'avoir un programme qui se veut folklorique, sympathique, convivial. Et ce qui marche le mieux, quand même, il n'y a rien à faire, c'est de se réunir autour de la gastronomie bretonne. Donc on fait des activités, on a organisé un écaillé ici, on a fait un arrivage d'huîtres de Cancale par exemple, ici chez Joran. On fait une grande dégustation de Queen le mois prochain. On organise une joute gastronomique où on fait un combat gastronomique face aux Gascons et aux Alsaciens de Belgique également. Et vous qui êtes multiculturel au sens où votre mère est d'Anvers, vous parlez flamand, Oui. vous comprenez facilement la complexité de ce pays. Est-ce qu'il y a des points communs avec la Bretagne sur lesquels on peut s'accorder? Je crois que la convivialité est le premier élément. C'est la première chose. Le fait qu'on parle plusieurs langues aussi, c'est quand même quelque chose en Bretagne qui est également présent. C'est pas pour rien que ce sont les associations d'ailleurs qui sont les plus actives ici à Bruxelles. On se retrouve? Bonjour, Comment ça va? très bien et vous? Après Marie-Lise, c'est Morgane, jeune reporter, qui nous accueille dans sa rédaction du Café Babel. Comment
Comment vous expliquez un peu cette diversité d'approches et d'expériences et les opportunités qui se sont présentées à vous? J'imagine pas parler que français ou comme je suis très heureuse de parler plein de langues aujourd'hui parce que voilà, j'ai eu la chance de voyager, etc. Mais pour moi, je suis toujours revenue au breton. À la fin du lycée, évidemment, j'ai voulu partir, aller voir ailleurs, voyager, etc. Mais j'ai toujours tout m'a ramené au breton. Et à la fois, ça m'a ouvert des portes parce que donc, le documentaire que j'ai fait en Europe, par exemple, sur les autres langues minorisées sur le territoire. Donc, par exemple, le gallego, le galicien, le basque, le corse, le friouli sur la frontière entre la Slovénie et l'Italie, le cachoub au nord de la Pologne, le sami, du coup Laponie, nord de la Norvège, Finlande, Suède, où en fait on a des cultures et des langues très très différentes. L'expérience canadienne, ça vous a apporté quoi de franchir l'Atlantique? Alors l'expérience canadienne, elle m'a confortée dans mon envie de me consacrer à l'audiovisuel parce que j'ai hésité encore un petit peu entre plus travailler dans l'événementiel, dans l'audiovisuel, le graphisme. Donc c'est pour ça que j'ai fait un DUT Infocom pour un peu toucher à tout. Puis j'ai eu cette opportunité de partir à Montréal pendant 5 mois dans un festival de films documentaires projetés dans l'espace public. Et là, vraiment, j'ai découvert la puissance médiatique du cinéma documentaire, ça m'a fascinée. Et j'ai rencontré plusieurs réalisateurs qui m'ont fait comprendre que quand on avait une caméra dans les mains, c'était une clé pour aller à la rencontre de gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Et j'en ai vécu l'expérience au Québec et ça, je me suis dit, OK. Maintenant, vous êtes à Bruxelles, vous travaillez pour un média participatif qui s'appelle Café Babel. Oui, c'est ça. Vous faites un podcast qui s'appelle Soupa l'Union, expliquez-nous. Oui, alors c'est pas mon podcast, c'est une série de podcasts qui existait déjà au sein de Café Babel, parce que donc c'est un média participatif en ligne, mais on fait aussi de la vidéo et des podcasts. Soupe à l'oignon. À l'oignon. Et donc le but, c'est de partir d'un projet qui est financé par l'Union européenne et d'aller voir concrètement sur place l'impact de ce projet sur la population. Est-ce qu'ils sont contents, pas contents? Qu'est-ce que ça leur apporte? Est-ce qu'ils ont un sentiment européen ou non? Et donc là, moi, je viens de partir avec ma collègue Hélène en Irlande du Nord pendant une dizaine de jours. Et on a fait un reportage du coup sur une Greenway qui est transfrontalière. Et vous avez petit à petit, votre ambition se dessine de mieux en mieux. Vous voulez faire du documentaire, en fait, c'est ça? J'ai fait des études en journaliste reporter d'image au documentaire, parce qu'entre deux, j'ai fait un projet personnel d'une web-série documentaire en Europe, que j'ai mené plus ou moins tout seul. J'ai des copains qui m'ont rejoint sur la route. Et là, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment le long format, le temps de passer vraiment du temps avec les gens, les filmer, passer du temps sans la caméra. Après avoir fait beaucoup de plus petits formats, j'ai vraiment appris que le plus important, c'est de trouver les gens motivés qui sont prêts à tout. Bravo, en tout cas, quelle énergie. Erwan, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je m'apprête à découper du verre pour un vitrail. Qui est destiné à celui-là n'a pas de destination précise encore, c'est juste un projet personnel. Et alors cette bigoudaine, elle vient d'où? Ça, c'est ma collègue qui l'a réalisée. Oui. En fait, comme on a tous les deux des origines ou des attaches en Bretagne, on aime bien aussi des choses typiquement bretonnes. Et alors, il y a des vitraux qui sont destinés à des clients bretons. Ce qu'on voit là-bas, c'est quoi? On a notamment un vitrail pour la cidrothèque de Joran qui va être placé très bientôt. Vous êtes plutôt un breton d'adoption? Moi, en fait, je suis né à Bruxelles, mais ma famille est originaire de la région de Morlaix. Donc voilà, j'ai grandi dans un milieu très breton culturellement parlant. Mes parents ont fondé un groupe de danse ici à Bruxelles. Et j'ai pris la relève maintenant, donc j'enseigne les danses bretonnes. Qu'est-ce que vous avez fait sur cette exposition Jeanne Malivelle? Vous avez participé? C'était il y a quelques années. On s'était lancé avec ma collègue dans la création de 4 vitraux basés sur des dessins de Jeanne Malivelle. Et on les avait offerts à la commune de Loudéac, qui est sa ville natale, et à une association qui s'occupait de promouvoir la mémoire de Jeanne Malivelle.
Et quelques années plus tard, 2 des vitraux ont été exposés à Quimper dans une exposition consacrée à Jeanne Malivelle et à son œuvre. Et donc c'est comme ça que nos vitraux se sont retrouvés au musée de la faïencerie. Laissons l'atelier de verrerie d'Erwan pour rejoindre Jérémy, administrateur du cercle Triskel et organisateur du festival Bruxeltique. Beaucoup de Belges vous le diront, ils affectionnent particulièrement la Bretagne. Beaucoup y vont en vacances, beaucoup apprécient les produits bretons, produits gastronomiques, produits de la mer. Et beaucoup de gens fréquentent le cercle par le truchement de leurs vacances en Bretagne, par exemple. Le cercle dispose d'une belle collection de costumes, à la fois de costumes anciens et de reconstitutions modernes de costumes traditionnels bretonnes. Donc on fait des démonstrations de danse et on donne également des cours, donc d'une part toutes les semaines dans notre local à Bruxelles, et à la demande d'organisations qui voudraient découvrir le folklore des danses bretonnes et des musiques bretonnes. Et nous nous quittons devant la gare de Schaerbeek qui dessert de nombreuses régions belges dotées de pouvoirs importants, ce qui permet de pallier pour l'instant aux carences de l'État fédéral dont le gouvernement n'est toujours pas constitué. Salin Holidays vous a fait voyager avec Breton d'ailleurs.